Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3. Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence pour passer avec vous une nouvelle nuit blanche. Celle du mois d'avril ayant été victime de la malédiction du lapin de Pâques, nous n'avons pu être dans vos oreilles puis vos pensées pendant la pleine lune du 19 avril. Veuillez accepter nos excuses les plus terrifiantes pour ce rendez-vous manqué que nous allons sans plus attendre rattraper avec une nouvelle histoire vraie. Une nouvelle histoire forcément bizarre qui a traumatisé plusieurs générations d'adultes et d'adolescents des années 70 jusqu'à nos jours et qui se déroule dans une petite ville des États-Unis. Tout le monde le sait, le diable habite en enfer, mais il a, paraît-il, aussi une résidence secondaire sur Terre. Elle se trouve au 112 Ocean Avenue à Amityville. De notre côté, nous avons allumé une bougie blanche avec un petit ange dessiné sur le côté, parce que, avec le diable, on ne sait jamais. Au micro, Anne Flamand, Michael Marquet, à la réalisation pour un plongeon dans le grand frisson, Charlotte Fernandez. Je crois que ça va être nuit blanche pour moi. Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans la maison du diable. En 2019, le nom d'Amityville reste encore et toujours associé aux événements sanglants qui s'y sont déroulés dans les années 70. De nos jours, la ville a pourtant retrouvé son aspect paisible et tranquille, pour ne pas dire mortellement ennuyeux. Amityville est logée sur la côte sud de Long Island. L'île, de 190 km de long sur une trentaine de large, est bordée de plages de sable que battent les vagues de l'Atlantique. Tout à l'ouest, Long Island héberge des quartiers populaires de la ville de New York, Brooklyn et le Queens. Mais plus on va vers l'est, plus l'île s'embourgeoise. Les comtés de Nassau et de Suffolk sont le repère des gens aisés qui fuient l'agitation de la grosse pomme. Long Island est une succession de banlieues résidentielles cossues où s'alignent les maisons individuelles à l'allure bourgeoise et les pelouses bien entretenues. À la pointe est de l'île se trouvent les Hamptons, le lieu de villégiature des New-Yorkais les plus fortunés et des membres de la jet-set. Avec sa situation idéale à 1 heure à peine de New York, Amityville attire elle aussi les individus dotés d'un fort pouvoir d'achat. L'agglomération compte désormais environ 10 000 habitants, la population y est blanche à plus de 80%. Jusqu'au XIIe siècle, l'endroit où se dresse aujourd'hui Amityville et l'ensemble de Long Island constitue le territoire de la tribu Massapeka, des Amérindiens membres de la nation Montaukett. Les premiers colons européens débarquent en 1653, attirés par la présence de spartine, une plante herbeuse qui constitue un parfait fourrage pour le bétail. Au début, la cohabitation entre les colons et les peuples natifs est pacifique, mais ça ne va pas durer très longtemps. À la fin du XVIIe siècle, les Blancs délogent les Amérindiens de la région et ils s'approprient leurs terres. 120 Massapeka sont massacrés et la tribu se replie dans la pointe est de Long Island. Ce passé belliqueux n'empêche pas les colons blancs de baptiser l'endroit Amityville, littéralement la ville de l'amitié. Le nom actuel de la ville lui a été attribué en 1846. Cette année-là, les habitants de ce qui n'est encore qu'un village se réunissent pour un enjeu de taille. Ils doivent choisir le nom de leur futur bureau de poste. Il faut dire qu'à ce moment-là, ce que nous appelons Amityville est encore désigné par l'impossible formule Huntington West Next South, une dénomination géographiquement correcte, mais peu sexy. Selon l'une des versions de cette histoire, la réunion aurait viré à la foire d'empoigne, et l'un des participants se serait écrié « Ce dont cette réunion a besoin, c'est d'un peu d'amitié. What this meeting needs is some amity. » Selon d'autres sources, c'est Samuel Ireland, meunier et plus grand propriétaire terrien de la ville, qui aurait insisté pour qu'on appelle sa ville comme son bateau, The Amity. À l'aube du XXe siècle, Amityville devient un endroit particulièrement prisé par les touristes et les citadins en manque de grand air. Les grands hôtels essaiment le long de la baie, tout comme de vastes résidences secondaires. Même Al Capone a une maison à Amityville.
La famille Ireland est toujours présente. En 1913, Annie Ireland fait bâtir une ferme au croisement de Ocean Avenue et South Island Place, le long d'un bras de la rivière Amityville. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1924, John et Catherine Moynihan reprennent la ferme. La famille Moynihan s'agrandit et la maison devient rapidement trop petite pour eux. Pourtant, ils n'ont aucune envie de partir. Ils adorent leur terrain, c'est près de 1000 mètres carrés au bord de l'eau. Ils décident d'y construire une maison dans le style colonial hollandais, un style très populaire au début des années 1900, au moment où les États-Unis traversent une phase d'idéalisation de leur passé colonial. La particularité du style hollandais, c'est le toit formé d'une pente en 2 parties, douce au centre et raide sur les côtés, ce qui confère à la maison une forme bombée et permet d'optimiser le volume des combles. Pendant la construction de leur nouvelle maison, les Moynihan font déplacer l'ancienne d'une centaine de mètres et continuent d'y vivre en attendant la fin des travaux. Ils emménagent finalement en 1928. De l'extérieur, les fenêtres serties de plomb et les bardeaux foncés à bordure blanche donnent à leur nouvelle résidence un air quelque peu austère. Mais l'intérieur est spacieux et chaleureux. Le rez-de-chaussée est vaste, il comporte un grand salon avec cheminée, une grande cuisine et une grande salle à manger. Les planchers en chêne donnent à l'ensemble une allure robuste et élégante. Côté rue, la maison s'allonge en une véranda fermée, dont le toit devient une terrasse à l'étage supérieur. Est-ce que j'ai hâte d'être installée? Tu as vu ces placards? C'est vachement beau l'escalier. Oh, regarde Patricia, on a vu sur la rivière. Ça fera la salle à manger? Oui, l'été. Et on fera du feu dans la cheminée? Mais pourquoi les fenêtres sont-elles bloquées? Maman, je monte. Je veux voir ma chambre. On accède aux étages et au sous-sol par un escalier étroit situé au centre de la maison. Le premier étage comporte 4 chambres à coucher et le second, mansardé, n'en compte que 2. Particularité architecturale, les 2 fenêtres côté rue du 2e étage ont été découpées en quart de cercle, ce qui, d'après certains, les font ressembler à des yeux. Les Moynihan bénéficient de tout le confort moderne, avec une salle de bain par étage et un cabinet de toilette au rez-de-chaussée. À l'arrière de la maison, une terrasse de plein pied donne du côté de la rivière et quelques marches permettent de descendre dans le jardin. Les conifères qui poussent de chaque côté du terrain cachent partiellement la vue des voisins et assurent à ceux qui se prélassent dans le jardin un semblant d'intimité. Plus tard, quelqu'un fera creuser une piscine à cet endroit et on y construira aussi un hangar à bateaux. En janvier 1960, à la mort de John et Catherine Moynihan, c'est leur fille, Eileen Fitzgerald, qui emménage dans la maison avec sa propre famille. Elle n'y reste cependant que 9 mois et en octobre de la même année, la maison est vendue à un couple, John et Mary Riley. Ils sont séduits par cette grande maison coquette et par la tranquillité du quartier. Malheureusement, le couple Riley connaît des problèmes conjugaux insolubles. Ils divorcent en 1965 et la maison est à nouveau mise en vente. Mais qu'elle est belle. Quoi? Ils sont sympathiques ici, regarde chérie. Chérie, ils font tous ça quand ils ont l'espoir d'une vente. La jolie demeure, située au 112 Ocean Avenue, va connaître de nombreux occupants, des morts et des vivants. Certains en garderont de très bons souvenirs, d'autres un peu moins. En 1965, on est encore loin des événements dramatiques qui vont survenir dans la décennie suivante. 28 juin 1965, une voiture se gare dans l'allée qui borde la maison. Au volant, le tout nouveau propriétaire, Ronald DeFeo Sr., 34 ans. Sur le siège passager, Louisa Marie Brigante, dite Louise, une jolie jeune femme très douce, âgée de 34 ans, elle aussi. Elle a un petit ventre bien rond. Louise est enceinte. Elle attend son 5e enfant, un petit John, qui va naître en octobre 1965. On peut voir, à son sourire et à ses yeux, qu'elle est émerveillée par l'endroit bucolique qu'elle découvre par la fenêtre de la voiture. Louise DeFeo se réjouit d'avoir quitté cet appartement de Brooklyn, devenu trop petit pour toute sa famille. Car dans cette voiture, il y a, sur la banquette arrière, des enfants très agités. Dawn, une petite fille de 9 ans, qui a les cheveux noirs et le visage joufflu. Il y a aussi Allison, 5 ans, qui lui ressemble beaucoup physiquement.
Marc a tout juste 3 ans et de petits yeux taquins et curieux. Et enfin, il y a Ronald Junior, dit Butch, c'est le plus âgé, il a déjà 14 ans. Oui, il était temps de voir plus grand pour que la tribu DeFeo puisse enfin un peu respirer et que chacun puisse retrouver un peu d'intimité. Louise est émerveillée par la taille de la maison, le jardin, la piscine, le port privé. C'est un petit coin de paradis en ce début d'été. Les enfants investissent déjà les étages et se chamaillent pour savoir qui aura la plus belle et la plus grande chambre. Elle est géniale. En tout cas, moi, je la trouve très belle. Oui, on sera très heureux ici, tu verras. Fais un câlin. Allez, va prendre tes affaires et rentre en attendant les camions. Si les déménageurs arrivent un jour, est-ce que tu te rends compte, notre vœu s'est réalisé. Ronald Senior ne peut cacher sa fierté de déménager dans cette grande villa et ce quartier huppé pour afficher aux yeux de tous le nouveau standing de la famille. Ronald DeFeo travaille en tant que vendeur de voitures dans une concession Buick du quartier de Brooklyn. Concession qui appartient à son beau-père, Michael Brigante, un homme riche, ambitieux, charismatique et qui, dit-on, aurait certains liens, voire des liens certains, avec la mafia locale. Louise, sa fille, est plutôt du genre discrète, presque effacée. C'est la mère de famille toujours tirée à 4 épingles et bien coiffée, avec des origines new-yorkaises qui se remarquent tout de suite. Pour son mari, c'est différent. Tout d'abord, ils ne sont pas du même rang social. Louise est née dans une famille bourgeoise, alors que Ronald Senior est issu de la classe ouvrière, ce qui a créé, avant le mariage, quelques tensions au sein de la famille Brigante, qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée de ce jeune homme sans pédigré ni fortune personnelle. Si en ce jour de juin 1965, au bord de la rivière Amityville, le tableau semble bucolique, voire idyllique, les choses n'ont pas toujours été si joyeuses et légères. Ronald Senior est loin d'être le mari idéal. Big Ronnie, comme l'appellent ses amis, à cause de son physique imposant de plus de 120 kilos, est d'un caractère assez imprévisible et plutôt violent. C'est le patriarche autoritaire dans toute sa splendeur, et il n'arrive pas à contenir ses excès de colère qui se traduisent par des gestes inappropriés sur sa femme et ses enfants. Oui, Louise, pourtant si belle, si parfaite, est une épouse battue et meurtrie. Elle va d'ailleurs tenter d'échapper à cette brute épaisse en 1962, après la naissance de Marc. Mais Big Ronnie va tout faire pour la reconquérir. Il va même écrire une chanson pour elle, appelée The Real Thing, en décembre 1961 d'ailleurs, avec l'aide d'un artiste de jazz, Lou Fields. Louise, qui aime le romantisme, semble touchée par cette attention et les nombreux bouquets de fleurs dans lesquels sont glissés des mots d'amour. Assez, en tout cas, pour donner une seconde chance à Ronald Senior. D'où vient que tu sois devenu conne à ce point-là? Quoi? Nous avons tout investi dans cette maison. Vraiment tout. Je me fous éperdument de notre argent, bon Dieu. Notre argent, mon Dieu. On se perd l'un l'autre. Tu le vois pas, ça? Si on reste ici, on aura une maison pour une famille, sauf qu'il n'y aura pas de famille. Secrètement, Louise rêve qu'il va un jour changer. Et elle pense qu'avec ce déménagement, ce jour est enfin arrivé. Car cette maison est à la hauteur de son orgueil. Elle représente la réussite sociale dont Big Ronnie a toujours rêvé. Il possède enfin le bien qui va définitivement effacer les traces de son passé d'ouvrier, gommer sa condition de basse extraction. Le couple nourrit de grands espoirs dans ce nouveau lieu, dans ce nouveau départ. Quelques jours seulement après l'emménagement, il se concrétise par l'installation côté rue à l'entrée de la propriété d'un panneau de bois sur lequel il est écrit « High Hopes », « Grandes espérances » en français. C'est ainsi qu'on appellera dorénavant la villa de style colonial hollandais. On avait là une famille de banlieue soi-disant idyllique, d'origine italienne, des catholiques. La famille avait sa propre affaire, une concession automobile. Et bien sûr, à cause de leur nom italien, il y a eu les inévitables rumeurs sur leur lien avec le crime organisé.
Mais la triste réalité, c'est que Ronald, simple vendeur de voitures, n'a pas et n'a jamais eu les moyens financiers pour s'offrir une aussi belle propriété, qui plus est se trouve dans un quartier recherché. C'est en fait le père de Louise qui a acheté cette maison pour 65 000 $ de l'époque. 65 000 $ payés d'une seule traite. Ronald est amer. Cet achat est une nouvelle humiliation personnelle orchestrée par son beau-père qui le tient entre ses mains et qui lui envoie un nouveau message très clair pour lui faire comprendre qu'au fond, il n'est rien. Le travail à la concession, c'est grâce à lui. Et voilà qu'aujourd'hui, cette maison, c'est encore lui aussi. Cet écriteau, Grandes Espérances, peine à masquer tout un monde de grandes souffrances psychologiques. Ceci étant, pour faire bonne figure dans ce quartier de gens respectables, pour se faire bien voir du voisinage, les deux féaux donnent l'illusion au public que tout est parfait. On commande même à un artiste peintre local des portraits de toute la famille qu'on affiche ensuite fièrement dans le salon. C'est chic et élégant pour accompagner les chandeliers en cristal, l'imposante cheminée et les moulures décoratives sur les murs et les plafonds. Personne, oui, vraiment personne, ne peut imaginer ce qui se passe véritablement au 112 Ocean Avenue, une fois que la porte de la maison est refermée. Nous, aujourd'hui, nous en savons un peu plus. Habitait ici en fait une famille dysfonctionnelle, avec un père qui avait une emprise malsaine sur le reste de sa famille. Sa femme était devenue son souffre-douleur. Comme il ne pouvait pas se venger des humiliations de son beau-père, c'est elle qui était devenue le totem de ses rancœurs et frustrations. Anthony! Non, Anthony, pas ça, on ne frappe pas les petits! Ah, papa, non, Anthony! Des pinceaux, nous, on n'a rien fait! Marc, tu trouves ça Sauvez-vous, les gars! Sauvez-vous! Arrête, mais tu es fou! Jeanne, reviens Je ici! t'ai volé à toucher, je t'ai volé à Quoi toucher! la ferme? Tu Je en parles t'interdis où, de c'est toucher aux votre enfants, droit, la laisse-les ferme. tranquilles! Je te tuerai! Je te tuerai! Espèce de... Où est ta sœur? C'est toi qui as fait ça! Arrête! Tu vas me le payer, salope! Je déteste ça! Est-ce que ça te Espèce de suffit? salaud! Je t'interdis de frapper! Je t'interdis de me toucher! Et je touche personne pour le garder, des merdeux! Papa! Maman! Mais vous êtes fous! Non mais arrêtez! Pourquoi vous faites ça? Ronald Junior, l'aîné de la famille, est à même de comprendre ce qui se passe. L'adolescent nourrit un ressentiment de plus en plus profond pour son père qui ne cesse de le rabaisser. Le fils refuse son autorité, mais n'a pas les moyens physiques de lui montrer clairement son opposition. Alors, il adopte une attitude de résistance passive-agressive. L'aîné semble avoir, depuis son installation dans la maison, un comportement tout aussi étrange que son père. Il violente sa petite sœur Dawn, que pourtant il adore. Ce coup de folie lui vaudra un rendez-vous chez le psychiatre. Mais on pense finalement que cette période de rébellion et de troubles explosifs intermittents est une étape normale de l'adolescence et que les choses vont finir par se calmer. Le père nourrit pour Ronald Junior, comme pour cette maison, de grandes espérances. Peut-être trop grandes, car le jeune Ronald commence sérieusement à mal tourner. À l'âge de 17 ans, il quitte le circuit scolaire dans lequel il n'a jamais su ou pu trouver sa place entre mauvaises notes et brimades récurrentes de ses camarades de classe. Son état psychique est très fragile. Il est d'une grande nervosité. Il s'intéresse aux armes à feu, consomme des barbituriques, puis du LSD, et multiplie les mauvaises fréquentations. En juin 1971, lors d'une énième virée entre amis dans un bar de New York, il fait la rencontre d'une jeune femme prénommée Géraldine. Ils se fréquentent au début en secret, mais en décembre 1973, elle tombe enceinte. Coup de tonnerre chez les deux féaux, qui apprennent la nouvelle. C'est une hérésie dans une famille puritaine américaine, car ils ne sont pas mariés.
Ronald Senior s'emporte une nouvelle fois. Il ne supporte plus ce qu'il juge être des provocations de la part de son fils. Extra la caisse! T'as pas acheté un nanar? T'aurais dû voir ça le mec au feu rouge, là-bas il y a un type qui a fait un démarrage pied au plancher. Alors moi je suis parti plein pot et t'aurais dû voir ça, une vraie Formule 1. Le mec je l'ai laissé sur place. Qu'est-ce que tu foutais? Je t'avais dit d'ouvrir la route pour ta mère. Ben connais le chemin. Joue pas au dur, t'as encore l'âge de prendre une raclée. Je sais, je risque pas de l'oublier. Ah, toi tu roules des mécaniques, fais attention. Je me suis juste arrêté pour acheter un paquet de cigarettes. Et t'es encore un gosse? Tu te crois un homme avec un paquet de clopes en poche alors que t'as même pas de poil au menton? Apprends plutôt à obéir. Compris? J'ai rien entendu. Oui, papa. Sous la menace, Ronald Jr. accepte de régulariser sa situation en se mariant avec Géraldine le 17 octobre 1974 au Garfield Grand Hotel de Long Branch dans le New Jersey. Même si ce mariage semble pendant quelques semaines apaiser les esprits, les altercations entre père et fils reprennent de plus belle et deviennent de plus en plus violentes, à tel point qu'ils règlent la plupart du temps leur contentieux à la cave pour ne pas réveiller les petits et déranger les voisins. La vie de famille dans la maison DeFeo était du genre bizarre, inhabituel. D'un côté, il semblait très religieux. Il y avait des objets du culte plein la maison, des statues dans le jardin. Mais quand M. DeFeo était à la maison, c'était des bagarres constantes, des disputes, des cris, des hurlements. Ça dépassait de loin les conflits habituels qu'on peut avoir en famille. Un soir, une nouvelle dispute éclate. Celle de trop pour Ronald Jr. qui saisit un fusil de chasse caché sous son lit. Il descend les escaliers avec l'arme à la main, puis menace son père qu'il tient en joue. Il hurle avec le doigt posé sur la gâchette. « Laisse ma femme tranquille, je vais te tuer, espèce de connard !» Pourquoi n'as-tu pas appuyé sur la détente? Pourquoi n'as-tu pas tiré sur ce porc? La famille tout entière est prête à imploser. Louise DeFeo, terrorisée, ne se sent plus vraiment en sécurité sous son propre toit. Elle sent qu'un drame va tôt ou tard arriver. Mais elle n'a personne à qui se confier. Surtout que le voisinage se répand déjà depuis quelques années en commérage sur les origines mafieuses de la famille et sur les fréquentations douteuses du fils aîné. Ce qui est sûr, c'est que cet incident du fusil de chasse est l'événement annonciateur d'un plus grand malheur. Les grandes espérances affichées à l'entrée de la propriété ne sont déjà plus qu'un lointain passé. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1974, Ronald DeFeo somnole devant la télévision. Il regarde Castle Keep, un film de guerre de Sidney Pollack dont l'intrigue se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de la bataille des Ardennes. Ronald DeFeo Jr. regarde toujours la télé avec le volume à fond. Le fracas des coups de feu de la bataille finale de Castle Keep résonne dans la maison assoupie. À part Butch, toute la famille DeFeo est couchée depuis longtemps. On ne saura jamais ce qui se passe dans la tête de Ronald Jr. à ce moment-là. Est-ce le cocktail de drogue, d'alcool et de violence télévisée qui le pousse à agir? Est-ce que la rancœur qu'il nourrit à l'égard de son père devient incontrôlable? Est-ce qu'une voix démoniaque lui susurre à l'oreille de se débarrasser de toute sa famille? Ronald attrape une carabine à répétition Marlin calibre 35. Résigné, décidé, il monte l'escalier étroit qui mène au premier étage. Là, sur le palier, il entrouvre la porte de la chambre de ses parents. Ils sont tous les deux endormis. Ronald fait feu, d'abord sur son père, cet homme violent dont il ne supporte plus l'emprise. Ronald DeFeo Senior reçoit 2 balles dans le dos. Elles entrent par le cou et elles traversent ses reins et sa colonne vertébrale. Il meurt en quelques minutes. Le bruit des coups de feu réveille Louise, la mère de famille. Elle n'a pourtant pas le temps d'esquisser la moindre tentative de fuite. Sur elle aussi, Ronald Jr. tire 2 fois. L'une des balles traverse son poignet gauche, l'autre lui transperce le diaphragme, la cage thoracique et le foie. L'autopsie révélera, plus tard, que Louise DeFeo, agonisante, mettra plus de 10 minutes à mourir. Butch se dirige ensuite vers la chambre de sa plus jeune sœur, Allison.
Quand il passe le canon de la carabine à travers la porte, Allison est réveillée et morte de peur. Elle regarde, le corps tétanisé, la bouche ouverte sur un cri muet, le canon de l'arme de son grand frère pointé directement sur elle. Ronald tire. Allison reçoit la balle en plein visage et meurt sur le coup. La balle ressort par l'arrière de son crâne et rebondit sur le mur. Les enquêteurs la retrouveront sur le sol. Ronald DeFeo se dirige à présent vers la chambre de ses 2 jeunes frères, Mark et John. Il les trouve tous les 2 profondément endormis, à moins qu'ils ne fassent semblant. Butch les abat tous les 2 d'une balle dans le dos, à bout portant. Les balles font de gros dégâts sur leur corps d'enfant. Les garçons sont atteints au cœur, au foie et aux poumons. Ronald DeFeo grimpe à présent l'escalier qui mène au 2e étage, vers la chambre de sa sœur Dawn. Cette sœur, avec qui il s'entendait pourtant si bien, va subir le même sort que le reste de sa famille. Une balle, tirée à bout portant, l'atteint au bas du cou et ressort par son oreille gauche. Il est 3h15, dans la nuit du 12 au 13 novembre 1974, et Ronald DeFeo Jr. vient d'abattre toute sa famille. 6 victimes, aucun survivant. Le même jour, le mercredi 13 novembre 1974, vers 18h30, Ronald DeFeo fait une entrée fracassante au Henry's Bar, le bar de quartier où il a ses habitudes. À bout de souffle, et visiblement à bout de nerfs, il s'adresse au barman. « Vous devez m'aider. Je crois que mes parents ont été tués. » Une délégation de plusieurs hommes se met en branle. Ronald ouvre la voie dans sa propre voiture. Il roule à tombeau ouvert vers la maison familiale. 6 hommes le suivent dans une camionnette. Arrivé au 112 Ocean Avenue, Ronald se rue vers la porte d'entrée, malgré les avertissements des hommes qui le mettent en garde. Le tueur de ses parents pourrait bien se trouver encore dans la maison. Ronald répond que ça lui est égal. Et il entre. Une partie des hommes recrutés au Henry's Bar pénètre dans la maison à la suite de Ronald. À l'intérieur, l'atmosphère est pesante, le silence règne, le seul bruit que l'on entend, ce sont les aboiements de Shaggy, le berger allemand de la famille, attaché à l'extérieur de la maison. Le groupe fait le tour de la maison et ce qu'ils trouvent les glace d'effroi. À l'exception de Butch, toute la famille DeFeo a été massacrée. Ils trouvent les corps sans vie de Ronald Sr., 43 ans, son épouse Louise, 42 ans, et de leurs enfants, Allison, 13 ans, Dawn, 18 ans, Mark, 11 ans, et John, 9 ans. L'un des hommes du groupe, Joey Yeswit, se résout alors à appeler la police. Il est 18h35, et 10 minutes plus tard, le sergent Kenneth Greguski, de la police d'Amityville, est le premier à arriver sur place. En faisant le tour de la maison, il remarque que les corps se trouvent tous dans la même position, allongés sur le ventre, la tête reposant sur les bras, comme si quelqu'un les avait sciemment placés dans la même position. L'enquête confirmera pourtant que les corps n'ont pas été déplacés. Autre fait étrange, aucun des membres de la famille DeFeo n'a essayé de s'enfuir. Pendant un temps, on pense que Ronald Jr. les a drogués pour s'assurer de leur tranquillité au moment où ils voudraient passer à l'action. L'autopsie confirmera pourtant que leur sang ne comporte aucune trace de drogue. Comment se fait-il que personne n'ait bougé ? Butch a tiré au moins 8 coups de feu. L'une des explications, c'est que la famille aurait confondu les détonations de Ronald avec ceux du film de guerre qu'il regardait quelques minutes plus tôt. Encore plus bizarre, aucun des voisins des DeFeo non plus n'a entendu les coups de feu. Pourtant, pendant la préparation du procès de Ronald Jr., une reconstitution aura lieu. Elle apprendra aux enquêteurs que les coups tirés avec une carabine Marlin calibre 35 s'entendent jusqu'à 5 pâtés de maison. Et pourtant rien. Les tirs n'ont réveillé ni alerté personne. Seul un voisin dit avoir entendu, entre 3h et 3h30, les aboiements plaintifs du berger allemand des DeFeo, et que Ronald détestait par-dessus tout. Très vite, la police cherche à connaître la version des faits et l'emploi du temps de Ronald, le seul survivant du massacre. Dans sa première déposition, il prétend être parti travailler très tôt, à l'aube du 13 novembre. Il aurait quitté Amityville vers 4h du matin pour se rendre à la concession Buick de Brooklyn, celle où travaille également Ronald Sr. Ne voyant pas son père arriver, il se serait inquiété et aurait appelé plusieurs fois au domicile familial pour prendre des nouvelles. En vain. Butch aurait ensuite quitté Brooklyn vers midi pour retourner sur Long Island. Il aurait passé l'après-midi à picoler au Henry's Bar et à prendre de l'héroïne. C'est en rentrant chez lui en fin de journée qu'il aurait trouvé toute sa famille morte et sonné l'alerte. Pour détourner l'attention de la police, Ronald DeFeo accuse Louis Fallini, un tueur à gages membre de la mafia, d'être l'auteur de la tuerie. Mais Fallini a un alibi,
et l'interrogatoire mené par la police met très vite à jour plusieurs incohérences dans le témoignage de Ronald DeFeo. Après plusieurs heures, il finit par avouer les meurtres. Ronald confesse « Une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Tout est allé si vite. » Selon un voisin, ces aveux de Ronald DeFeo feraient suite à l'arrivée au QG de la police de Michael Brigante Senior, le grand-père de Ronald. Un policier l'aurait entendu dire à son petit-fils « Arrête de traîner le nom de la famille dans la boue. Je ne veux plus rien entendre sur ta sœur. Contente-toi d'avouer les crimes. C'est terminé. » Le jeudi 14 novembre à 18h, Ronald DeFeo est inculpé du meurtre des 6 membres de sa famille. Il a déjà avoué les crimes, mais il admet aussi, à ce moment-là, avoir tenté de dissimuler des preuves. Après avoir tiré sur tout le monde, il a pris une douche et enfilé des vêtements propres. Il a emballé son arme et ses vêtements tachés de sang dans des tés d'oreiller. Il a fait le tour de la maison pour ramasser les douilles. Il a jeté le Marlin calibre 35 dans la baie d'Amityville. Il s'est débarrassé des fringues et des cartouches dans un égout de Brooklyn, à proximité de la concession Buick. La police retrouvera toutes ces pièces à conviction, exactement aux endroits indiqués par Ronald. L'argent semble être le mobile de ce crime sordide. Ronald DeFeo Senior avait souscrit une police d'assurance vie d'un montant de 200 000 $, et le placard de la chambre à coucher parentale dissimule un coffre plein de billets. À Amityville, la nouvelle de l'arrestation de Ronald Jr. ne surprend pas grand monde. Sa réputation le précède, et bien qu'horrifiés, les habitants ne sont pas vraiment surpris qu'il ait descendu toute sa famille. On a vu plusieurs des corps qu'on sortait de la maison. Je regrette de le dire, mais le corps d'un des enfants est tombé de la bâche dans laquelle on le portait. Et j'ai vu l'un des enfants assassiné. C'était affreux. Mais c'était une affaire criminelle sans mystère. En tout cas, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Une année s'écoule avant que l'affaire ne soit jugée. En prison, Ronald Jr. semble comme déconnecté. Il est constamment sous surveillance, car il se montre agressif et violent quand on tente de s'approcher de lui. Il tente même à plusieurs reprises de mettre le feu à sa cellule et de se suicider. Il déchire systématiquement le courrier qu'on lui remet. 22 septembre 1975, débute l'audition préliminaire du procès du jeune meurtrier, qui dans 4 jours va avoir 24 ans. On plaide la folie pour Ronald DeFeo Jr. Voyez-vous, c'est un jeune garçon, mal dans sa peau, son père était violent, il était sous l'emprise de la drogue, et peut-être même sous l'emprise du diable. Il aurait entendu une voix satanique lui dire « Tue-les ! Tue-les tous !» Regarde-les, pitoyables, des bêtes. Tu les soulagerais si tu les tuais. Ce n'est pas ton avis. Si, c'est ton avis. 14 octobre 1975. Le procès tant attendu s'ouvre enfin. Le docteur Daniel Schwartz, psychiatre cité par la défense, affirme que Ronald DeFeo était lors des faits dans un état second, qu'il était en proie à des délires paranoïaques. L'avocat commis d'office de Ronald, William Weber, tente de faire passer le coupable pour une victime. Monsieur le Président, j'entends prouver aujourd'hui que Johnny Montelli est une victime, un possédé. J'ai un dossier qui... Vous demande pardon ? C'est une victime, un possédé, votre honneur. Possédé par le malin. Et de ce fait, innocent des charges qui pèsent contre lui. Je regrette, il y a vice de forme. Les deux parties veulent-elles l'approcher, s'il vous plaît ? Le plaidoyer de la défense n'est pas très sérieux. Non, écoutez, maître, j'admire l'originalité de votre thèse. Toutefois, si je l'accepte sans même songer au verdict, sous peu, tous les tribunaux vont se voir envahis par des cas de possession. Plus personne ne sera jamais coupable. Le diable sera à l'origine de tout. Je regrette, maître. Votre thèse est absolument irrecevable. Vous avez 3 jours pour présenter une autre défense. Jerry Sullivan, qui représente l'accusation, n'est pas sensible à ce long monologue clamé sur le ton des lamentations. Il raconte au juge Thomas Stark, devant une salle pétrifiée d'horreur et d'effroi, le déroulement de cette terrible nuit du 13 novembre 1974.
L'agent de police, Kenneth Greguski, qui fut le premier à arriver sur les lieux du crime, confirme à la barre ses dires. L'avocat, William Weber, interroge ensuite son client en lui montrant une photographie de son père. Il lui demande « Avez-vous tué votre père ?» Ronald répond « Mais je les ai tous tués ?»« Oui, monsieur, je les ai tous tués, en état de légitime défense. » L'avocat ajoute « Quelqu'un vous a-t-il aidé ?» Ronald répond « Non, monsieur. » Des chuchotements, puis des soupirs d'exaspération montent dans l'assistance et il va y en avoir d'autres. Car pendant tout le procès, Ronald va constamment changer de version des faits, son comportement est de plus en plus erratique, ses propos contradictoires. C'était une atmosphère vraiment étrange. C'était très calme, glacial. Un moment suspendu. Du genre qu'on n'oublie jamais. C'est une image qu'on garde dans sa tête pour toujours. Un criminologue professionnel et ancien détective de la police de New York, Herman Reiss, présent dans la salle et cité par la défense, a déclaré aux juges et aux procureurs qu'il semble évident que certains corps ont été déplacés et que plusieurs fusils ont été utilisés lors du drame et non pas un simple fusil de chasse. Rappelez-vous qu'il y a des choses étranges dans cette affaire. Personne n'a entendu de coups de feu dans le quartier, personne n'a cherché à s'enfuir de la maison. Même l'agent Kenneth Greguski affirme que c'est insensé, surtout que les victimes n'ont pas été droguées. Il faut garder en tête que d'après le rapport officiel, le fusil utilisé cette nuit-là émet une déflagration qui frôle les 140 décibels, ce qui correspond au bruit d'un avion au décollage. De son côté, le docteur Adelman, le légiste qui a travaillé sur l'affaire, est lui aussi persuadé que plusieurs personnes sont responsables des meurtres. Arrête de traîner le nom de la famille dans la boue. Je ne veux plus rien entendre sur ta sœur. Contente-toi d'avouer les crimes. C'est terminé. Je leur ai dit au début les choses qui étaient vraies. Mais vous savez, ils ont fait pression sur moi. Les enquêteurs pensent que Ronald a peut-être été aidé par un autre membre de la famille. Les soupçons se portent sur sa sœur Dawn, qui avait 18 ans lors de sa disparition. Il fut établi entre autres que la chemise de nuit de Dawn comportait des traces de poudre non brûlée, ce qui accrédite la thèse selon laquelle elle aurait pu tirer un ou plusieurs coups de fusil elle-même. Mais ce détail fut laissé de côté, car considéré comme mineur. Autre fait troublant, quelques années après le procès, un officier de la brigade des stupéfiants confia à un journaliste que la maison d'Amityville était sous surveillance et que Dawn aurait été vu quittant la maison avec un fusil pendant la nuit du 13 novembre 1974. Rick Moran, qui fut l'un des tout premiers journalistes à être dépêché sur les lieux du crime, s'est ensuite passionné pour l'histoire de la Maison du Diable. Il lui a consacré plus de 30 ans de sa vie. Et lui aussi en est sûr, Dawn est impliqué dans cette sordide affaire de meurtre. Moran avance comme preuve l'une des affirmations étranges faites par Ronald DeFeo. Même si au cours de ses interrogatoires, elles ont été nombreuses et contradictoires. Ronald a répété à plusieurs reprises que le soir de la fusillade, il regardait la télévision sous l'emprise de drogue lorsqu'un étrange personnage à capuche noire s'est approché de lui avec dans les mains un fusil, en l'invitant à tuer toute sa famille. Et si, sous cette capuche noire, se cachait Dawn, qui d'après son petit ami William Davidge, consommait régulièrement du LSD et de la mescaline. Elle aussi était en conflit avec ses parents qui lui avaient interdit de partir vivre en Floride avec William, ce qui la rendait folle de rage. Oui, cette affaire de meurtre en famille semble bien plus complexe qu'il n'y paraît, et il reste encore de nombreuses zones d'ombre à éclaircir. Mais elles se sont perdues par la suite dans d'étranges histoires de possession, de phénomènes paranormaux et de démons. 21 novembre 1975. Le procès se poursuit. Ronald est déclaré coupable des 6 meurtres. On ne lui accorde aucune circonstance atténuante. Le phénomène de hantise ou encore la folie sont définitivement écartés de son dossier. 4 décembre 1975.
Ronald est reconnu coupable de crime au second degré à l'unanimité par le jury présent dans la salle. Le juge Thomas Stark rend son verdict final. Il condamne le jeune DeFeo à 6 peines consécutives de 25 ans de prison. 6 peines pour les 6 personnes tuées. Officiellement, Ronald DeFeo a agi seul. Ce 4 décembre au soir, Ronald est conduit au centre de détention de Greenhaven, à Beekman. Il y purge encore sa peine car ses demandes de remise en liberté conditionnelle, dont celles de 99, 2002, 2005 et 2007, ont toutes été rejetées. En 2007, il déclare à la commission qu'il n'a plus aucun souvenir de cette fameuse nuit du 13 novembre 1974. Pleure pas, petit, pleure pas. Allô. Je me souviens pas. Je ne me souviens pas. Emmenez-le et donnez-lui un calmant. Il n'en peut plus, ce gosse. D'accord, chef. Je me souviens pas. L'histoire aurait pu s'arrêter ici. Mais la maison du 112 Ocean Avenue va connaître d'autres événements terrifiants. Depuis le début de l'année 1975, elle est à nouveau en vente. Le prix demandé est extrêmement bas compte tenu de son douloureux passé. De nombreux curieux qui ont eu vent de l'affaire viennent la visiter, mais personne n'ose poser sa signature en bas du contrat de vente. Le dossier de l'agence immobilière la décrit ainsi. Quartier résidentiel, Amityville, style colonial hollandais, 6 chambres à coucher, un grand salon, une grande salle à manger, véranda fermée, 3 salles de bain et demie, sous-sol fini, garage de voitures, piscine chauffée et grand gare à bateau. Prix demandé, $80 000. Alors, c'est le bonheur? Oh oui, c'est le bonheur. Elle, c'est le bonheur. Et moi, la ruine. Attendez. Écoutez, il faut que je sache. Où est le vice caché? Il y a toujours un vice caché. Il y a eu une tragédie, un crime, un meurtre. Je vous demande... Quoi? Dans cette maison? Et tous les membres d'une famille. Mais enfin, on a oublié maintenant. Tout le monde est allé de l'avant. On n'y pense plus. C'est un lointain souvenir. Et la maison est très bien, je vous assure. Ça fait un peu drôle d'acheter cette maison, non, chérie? Les maisons ne tuent pas le monde. Et voilà. Le monde tue le monde. Trouver la maison de ses rêves est parfois une chose bien compliquée. Il faut souvent s'armer de patience, en visiter plusieurs avant de trouver la perle rare et croiser les doigts pour que celle qui vous plaît rentre dans votre budget. Il y a des critères sur lesquels on ne peut pas transiger, comme le prix et le nombre de pièces. Il faut parfois faire des concessions, comme accepter de rallonger son trajet vers le travail ou renoncer à un grand jardin. Et parfois, pour habiter dans la maison de ses rêves, il faut accepter de vivre avec le souvenir d'un sextuple meurtre. Le 18 décembre 1975, 13 mois à peine après le meurtre de la famille DeFeo, un camion de location se gare devant l'allée du 112 Ocean Avenue à Amityville. À son volant, George Lutz, nouveau propriétaire des lieux et homme comblé. George Lutz a 28 ans, les cheveux châtains et lisses, un collier de barbe qui lui mange le menton. C'est le descendant d'une famille d'immigrés allemands, arrivés aux États-Unis il y a 3 générations. George Lutz est géomètre, comme son père et son grand-père avant lui. Ce dernier a d'ailleurs fondé, il y a plusieurs années, un bureau d'études, le William Ashbury Inc., dont George est désormais propriétaire. De par sa profession, George connaît plutôt bien le domaine de l'immobilier. Aussi, quand il a visité cette grande maison de style colonial hollandais, au prix largement sous-évalué, George a tout de suite flairé la bonne affaire. Je suis Cathy Lance. Je suis ravie, appelez-moi Edith. Et voici votre mari. George. Oh, vous allez voir une maison extraordinaire. Vous allez en être fou. Venez, suivez-moi à l'intérieur. Oh, attention, on marche. Derrière le camion conduit par George, un deuxième véhicule se gare dans l'allée. Il est conduit par Kathleen Teresa Lutz, dite Cathy,
l'épouse de George. Blonde, les cheveux ondulés, le visage serein, Cathy est la fille d'une famille d'immigrés irlandais. Elle est un peu plus âgée que George, 29 ans, et elle a déjà 3 enfants d'un premier mariage. Son premier mari n'a pas réussi à la rendre heureuse, et après un divorce un peu compliqué, Cathy se sent chanceuse d'avoir rencontré George. Elle aime profondément cet homme solide et sérieux, qui a promis d'être un père exemplaire pour ses 3 enfants. George et Cathy se sont mariés il y a à peine quelques mois, le 4 juillet 1975. En bons patriotes, ils ont estimé que le jour de la fête nationale serait parfait pour célébrer leur union. Et comme c'est un jour férié, l'ensemble des 2 familles avait congé et tout le monde a pu être présent. Ils ont passé leur premier mois de mariage dans leur ancien domicile de Deer Park, une bourgade résidentielle de Long Island, logée à l'intérieur des terres, à une quinzaine de kilomètres d'Amityville. Mais cette maison était décidément bien trop petite pour 5 personnes, dont 3 enfants pleins d'énergie. Il y a Christopher, 7 ans, Daniel, 9 ans, et Melissa, que tout le monde appelle Missy, 5 ans. Il y a aussi Harry, le labrador et 6e membre de la famille, que George a dressé pour être chien de garde. Fatigués de vivre à l'étroit, les uns sur les autres, George et Cathy ont entrepris de se trouver un nouveau toit. Les Lutz visitent une 50aine de maisons sur la rive sud de Long Island, mais aucune ne leur convient. Difficile de trouver une grande maison au bord de l'eau, avec au moins 4 chambres, et dont une partie pourrait être aménagée en bureau pour George, quand on a un budget de 30 000 à 50 000 $. Ils commencent à désespérer quand leur agent immobilier leur propose de visiter la maison d'Amityville. Et là, ils n'en reviennent pas. La maison est parfaite. Il y a des chambres pour chacun des enfants, le sous-sol fera un bureau parfait. Il y a même un hangar à bateau pour loger les embarcations de George, un petit yacht de 8,50 m et un canot à moteur. En les entreposant chez lui, George pourra même économiser le prix de l'amarrage qu'il paye actuellement au club nautique. L'agent immobilier ne fait aucun mystère du passé de la maison. Aux États-Unis, la loi oblige le vendeur d'un bien à informer les futurs propriétaires des événements violents qui s'y sont déroulés. George, Cathy et les enfants en discutent à cœur ouvert, et très rapidement, une conclusion s'impose à eux. Ce passé, bien que sanglant, ne les met pas mal à l'aise. Pour Cathy, il n'y a aucun problème car, dit-elle, ce sont les gens qui tuent d'autres gens, pas les maisons. Cette maison a une histoire palpitante, vous savez. En fait, la maison a été bâtie en 1692, enfin le sous-sol tout au moins. Le reste de la maison a été ajouté par-dessus cette fondation, la plus ancienne architecture coloniale hollandaise de Long Island. Waouh, c'est impressionnant. 28 jours, et pas un de plus. C'est le temps que vont passer les Lutz à Amityville, qui devait être un petit coin de paradis pour la vie, mais qui va se transformer dès leur arrivée en cauchemar éveillé. Voici l'histoire telle que racontée par Jay Henson et les Lutz dans le best-seller Amityville, La Maison du Diable. Jay Henson, un écrivain et scénariste américain, né en 1921 et mort en 1980. Nous sommes le 18 décembre 1975. 10 années après les 2 féos, c'est au tour des Lutz d'élire domicile au 112 Ocean Avenue. À cette époque, la demeure est vêtue de noir avec des bordures blanches. Blanc qui est aussi la couleur de la grande véranda fermée qui se trouve côté rue et dont le toit plat fait office de grande terrasse pour les chambres qui se trouvent au premier. Malgré son lourd passé, c'est très clairement une maison de rêve et surtout, elle est vendue à un prix très alléchant. Peut-être trop, il faut toujours se méfier des bonnes affaires. Quoi qu'il en soit, pour le moment, la famille Lutz est aux anges et le père décide même d'acheter un peu de mobilier ayant appartenu à la précédente famille et qui se trouve stocké dans un dépôt pas très loin de leur maison. Comme les Lutz ne sont pas du genre superstitieux, pour 400 $, ils récupèrent des meubles de diverses chambres à coucher. Un réfrigérateur, un congélateur, des climatiseurs et des machines à laver ayant appartenu aux 2 féos. C'est une valeur pour ceux qui ont beaucoup de moyens. Ok, écoute, si on fait ça, on va manger du contreplaqué pendant un an. Écoute, on la mérite. Le peu d'économie qu'on a va fondre à vue d'œil. Toi, tu la mérites. Attends, combien de fois tu m'as dit que t'en peux plus de travailler si fort pour Cathy. Tu vas peut-être être enfin payé pour tous tes efforts. On va devoir faire des sacrifices, mais ce sera... D'énormes sacrifices. Oui, je comprends ça. Écoute, chérie, c'est enfin la vie qu'on a toujours voulu.
George Lutz est bien conscient qu'il se trouve au-devant de quelques difficultés financières. Les activités de son bureau d'études de géomètre tournent au ralenti et la construction de nouvelles maisons ne marche pas très fort en ce moment à Long Island. De plus, Amityville a un standing sensiblement plus élevé que Deer Park et les taxes municipales y sont plus élevées. Mais peu importe, George est prêt à tout pour prendre soin des siens et aucun sacrifice n'est de trop pour assurer une existence confortable à Kathy, Danny, Chris et Missy. Le déménagement de leur ancienne maison, qui se trouve à 16 km d'Amityville, se passe sans encombre en cette froide journée d'hiver 1975. À 13h, c'est un camion plein à craquer qui se gare dans l'allée. On commence à peine à décharger avec quelques amis de la famille quand le père Mancuso arrive pour bénir la maison. En fait, le père Mancuso s'appelle dans la vraie vie le père Ralph Pecoraro. Mancuso est donc un nom fictif utilisé à l'époque dans le livre sorti en 1977 pour respecter sa vie privée et peut-être aussi pour éviter un procès. Dans le livre de Jay Hanson, il est aussi spécifié qu'il est juge au tribunal catholique ainsi que psychothérapeute. En arrivant sur place, le père enfile son étole, prend de l'eau bénite et murmure devant l'entrée quelques paroles consacrées. C'est à ce moment précis qu'il entend très clairement quelqu'un lui dire « Va-t'en ». Il se retourne brusquement, mais chose troublante, ne trouve personne à ses côtés. Il ne parlera pas de cette mésaventure à la famille Lutz, si occupée avec son déménagement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus jamais revenu au 112 Ocean Avenue. La famille, éreintée par cette intense journée, va très tôt se coucher. George le père se sent un peu étrange, une sorte de sensation de gêne, peut-être un pressentiment. Bref, il y a ce quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer et qu'il met sur le compte de la fatigue. 3h15 du matin. George est réveillé. On frappe à la porte. À moitié endormi, il se lève et entend un autre coup plus sourd cette fois-ci. Chose étrange, leur chien Harry, le jeune labrador, n'a pas aboyé. George inspecte le rez-de-chaussée sans rien trouver, puis décide d'inspecter le jardin. Il va jusqu'au hangar qui se trouve du côté de la rivière et découvre Harry qui semble aboyer contre une personne ou peut-être une chose que son maître ne voit pas. George, ne remarquant rien de particulier, décide de retourner se coucher. Hey! George, qu'est-ce que tu fais ici en bas? C'est la seule pièce dans cette foutue maison où il fait un peu chaud. C'est pas que quelqu'un arrête pas d'ouvrir les fenêtres. Pourquoi tu te remets pas au lit? J'arrive pas à dormir. Désolé, bébé. Non. Arrête de me parler comme un de tes enfants, ok? Quoi? C'est le foutu chien qui m'a réveillé. Le chien de Billy, ouais. Dans le hangar à bateau, il était. Pendant les jours qui vont suivre, George va peu à peu changer, être plus solitaire et surtout plus négligé. Il ne se lave plus, ne se rase plus et peste contre le froid qui circule dans toute la maison alors que le thermomètre qui se trouve dans le salon près du foyer de la cheminée indique 27 degrés. L'euphorie du déménagement est à présent retombée. On découvre pièce par pièce que la si belle villa a quelques dysfonctionnements bizarres, voire inquiétants, qui n'ont pas été mentionnés par l'agence immobilière. 22 décembre 1975. Le jeune Christopher appelle sa mère depuis les escaliers et lui demande de monter. Kathy découvre alors stupéfaite qu'un liquide noir à l'odeur infecte est incrusté dans les parois des WC du 2e étage. Un liquide impossible à enlever. Autre déconvenu, autre imprévu. Au 1er étage, dans la salle de couture, des centaines de mouches sont collées à la fenêtre. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison. La vision est répugnante. Il fait toujours si froid ici. Tu pourrais lâcher la cuisinière et prêter un peu attention à moi? Je n'irai nulle part et toi non plus. Alors arrête un peu de parler de ça. Ferme-la! Bon Dieu de merde! C'est toi qui as voulu cette maison pourrie, alors maintenant tu l'as. Maman! Maman! Home sweet home.
23 décembre 1975. L'ambiance est de plus en plus pesante et malsaine, mais personne n'ose vraiment en parler. Georges a le visage fermé. Il est apathique. Il ne quitte plus le fauteuil qui se trouve devant la cheminée. C'est le seul endroit où il se sent bien dans cette maison finalement bien trop grande pour être correctement chauffée, alors que la température dépasse dans la pièce les 25 degrés. À l'étage, pendant ce temps, la mère tente de faire cesser une nouvelle bagarre entre Christopher et son frère Daniel, qui n'arrêtent pas depuis leur arrivée à Amityville de se quereller. 25 décembre 1975. Pour la 7e nuit d'affilée, Georges se réveille exactement à 3h15 du matin. Il regarde dans la pénombre sa femme endormie et remarque, chose étrange, qu'elle dort sur le ventre, alors qu'auparavant, elle dormait toujours sur le côté. En un instant, Cathy sursaute dans le lit et hurle « On lui a tiré dans la tête, j'ai entendu les explosions !» Ce dont Cathy parle, sans le savoir à ce moment précis, c'est du meurtre de Ronald Senior et de sa femme Louise, qui dormaient dans la même chambre que les Lutz. Dans son cauchemar, elle était en train de revivre la terrible et sanglante nuit du 13 novembre 1974, cette fameuse nuit où le fils de Féo a descendu toute sa famille à coups de fusil. Attention, ça lui plaira pas. Ouh, j'ai peur. Très bien, assez. Ce Noël devait être tout blanc, mais en fait, il est tout noir. Aussi noir que les murs de cette maison dans laquelle Missy, une petite fille de 5 ans, raconte à sa maman qu'elle a un nouvel ami qui vient la voir régulièrement dans sa chambre. Cet ami, c'est un énorme cochon. Cette déclaration sème encore plus la confusion dans la tête de Cathy Lutz, qui de son côté sent un parfum et une présence féminine dans la cuisine, parfois même des attouchements. 27 décembre 1975. Dans la matinée, bravant le froid, Cathy prend la camionnette pour aller faire quelques courses à Amityville. Le ciel est clair, la température extérieure flirte avec les -10 degrés. En rentrant, elle entrepose ce qui n'entre pas dans le frigo de la cuisine au sous-sol. Un sous-sol plutôt vaste d'environ 100 mètres carrés, avec une pièce où se trouve la chaudière, la machine à laver, le congélateur, le réservoir à eau chaude. De l'autre côté, une salle de jeu aménagée qui était déjà là du temps des deux Féo, et puis sous les marches d'escalier, il y a cette petite remise avec des étagères qui fait office de garde-manger. Derrière se trouvent des panneaux de contreplaqué rudimentaires, dont l'un se détache peu à peu. Cathy appelle son mari, et il découvre médusé qu'il y a dans cette remise une petite pièce cachée, une toute petite pièce secrète peinte d'un rouge vif et qui n'était pas sur les plans de la maison. Georges est intrigué par la découverte de cette nouvelle pièce dans le sous-sol et il décide de faire des recherches sur la maison du 112 Ocean Avenue. Dans les archives microfilmées du Newsdays, le journal d'Amityville, on évoque surtout le massacre du 13 novembre 1974. Mais il ne trouve rien de spécial qui pourrait lui en dire plus sur le passé de cette vieille demeure des années 20. L'anecdote n'a rien en soi d'exceptionnel si elle n'était pas suivie d'un étrange événement. Sur le chemin du retour, un automobiliste fait remarquer à Georges que les boulons qui maintiennent une roue arrière sont tous quasiment entièrement dévissés. Le jour suivant, Georges découvre au service de renseignement de la Société d'histoire d'Amityville que les Indiens Shinkoks avaient installé sur son terrain un campement clôturé destiné aux malades, aux fous et aux mourants. On y enfermait ces malheureux jusqu'à ce que mort s'en suive. Le dossier spécifie aussi que les Shinkoks ne s'en étaient pas servis comme cimetière parce qu'ils le croyaient infesté de démons. Bonjour. Cathy Lutz, vous avez un moment? C'est ma famille. Elle a changé, on dirait qu'elle se sépare. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il y a... je ne sais pas. Il y a une force du mal dans ma maison. Je sais que ça a l'air d'être du délire, je le sais ça. Je suis persuadée de ce que je pense. Je ne savais pas où aller. 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 Je ne
31 décembre 1975, il neige sur Amityville. Et pour George Lutz, il semble encore et toujours faire plus froid à l'intérieur de la maison que dehors. Le couple, une fois les enfants couchés, décide d'attendre les 12 coups de minuit devant un bon feu de cheminée. C'est après s'être souhaité les vœux pour la nouvelle année que Cathy remarque une étrange forme qui danse dans les flammes, une silhouette blanche dont la moitié du visage a disparu comme sous l'effet d'un coup de fusil. 1976 s'annonce déjà comme une année traumatisante et mouvementée, à tel point que Cathy se demande à présent s'ils ont bien fait de déménager. En fait, il est déjà trop tard pour se questionner. Ce dont ont besoin à présent les Lutz, c'est d'une aide pour comprendre ces événements que personne n'arrive à expliquer. George tente de joindre à plusieurs reprises par téléphone le père Mancuso, mais soit la ligne est occupée, soit la conversation est tout à coup brouillée par d'inexplicables interférences qui rendent tout dialogue impossible. Ce que ne savaient pas à l'époque les Lutz, c'est que depuis sa venue au 112 Ocean Avenue, le père Mancuso était la proie d'étranges saignements purulents au niveau des mains et d'accès de fièvre qui le clouaient au lit. En ce début d'année 1976, malgré la neige, malgré le magnifique sapin de Noël qui trône au milieu du salon, la famille Lutz semble se perdre dans une spirale de hantise qui va en s'intensifiant. Les mouches et les odeurs nauséabondes sont de retour. On découvre aussi des empreintes en forme de sabots fourchus dans la neige fraîche près de la maison. Un lieu en céramique rangé dans la salle de couture fait tout à coup sa réapparition dans le salon, près de la cheminée, sans que personne ne l'ait déplacé. Est-ce de la sorcellerie ? Ou est-ce que la famille tout entière est en train de basculer dans la folie ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de maléfique dans cette maison qui joue avec les nerfs des Lutz. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Chaque jour et chaque nuit qui passe apporte son lot de frayeur et d'angoisse. Dans la nuit du 6 au 7 janvier, George est à nouveau réveillé. Enfin, il ne sait pas très bien s'il l'est vraiment, car au moment où il tourne la tête, il voit juste à côté de lui sa femme flotter dans les airs. Il l'attrape par le bras et allume la lumière. Cathy retombe sur le lit. Mais Cathy n'est plus vraiment Cathy. Son visage est devenu celui d'une vieille femme aux rides profondes et au sourire édenté. 11 janvier 1976. Cela fait déjà 25 jours que les Lutz vivent au 112 Ocean Avenue, ou plutôt survivent, dans une étrange maison dont les fenêtres s'ouvrent toutes seules, une maison dont les portes vomissent du liquide verdâtre, une maison avec des yeux rouges à la fenêtre. Non, ce n'est pas une maison en fait, c'est un piège terrifiant qui met à présent toute la famille en danger. Cette villa pourrait bien être leur dernière demeure, au propre comme au figuré. Alors que faire ? Fuir ou rester ? Fuir serait la meilleure solution, mais une tempête d'une violence inouïe empêche les Lutz de partir. 12 janvier 1976. La maison est dans un état pitoyable. C'est comme si une force invisible l'avait prise entre ses mains pour la renverser. Pendant la tempête, de nombreuses vitres ont été brisées. Le froid s'est introduit dans toutes les pièces de la maison. La chambre des parents va devenir l'unique refuge des Lutz. Les enfants ne veulent plus dormir dans leur chambre. Cathy est terrorisée et George dans un état de grande nervosité. C'est une chose de faire des blagues. On n'a pas fait de blagues. C'en est une autre de blesser quelqu'un. On n'a jamais fait de mal à personne, c'est cette maison. La ferme! George. Tout est sous contrôle. C'est toi qui es pas sous contrôle. Oh, arrête un peu, Cathy. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ça marche pas. Désormais, la discipline, c'est moi qui vais la faire ici, c'est tout. C'est une mauvaise maison, maman. Y a pas de mauvaise maison, y a que des mauvaises personnes. Ok, allez au lit, les gars. On verra ça demain matin. Allez. Ah non, moi je dors plus dans cette chambre, c'est morbide. Moi non plus. Efface-moi ce petit air stupide et va dormir. La nuit du 13 au 14 janvier 1975 sera la dernière que les Lutz passeront dans leur nouvelle, belle et grande maison. Ce soir-là, vers 20h, la température chute brutalement à 15 degrés. Personne ne trouve le sommeil et la tempête fait un retour fracassant à Amityville. Les tentatives jusqu'à présent pour s'enfuir de cet enfer se sont toutes soldées par un échec. La camionnette refuse de démarrer et la ligne de téléphone est toujours coupée.
Pour la première fois de sa vie, Georges, très discrètement, fait une prière. Il joint ses deux mains et implore Dieu de lui venir en aide. Tout à coup, la tempête faiblit. Peut-être que les appels au secours de Georges ont été entendus. Le silence revient peu à peu dans la maison. Un silence de mort, presque aussi inquiétant que ces manifestations paranormales qui se déchaînent depuis plusieurs jours et plusieurs nuits. Le silence. Encore et toujours. Un moment de répit au milieu d'une tempête de folie. Tout à coup, le chien Harry qui est au pied du lit vomit. Georges, qui essuie le parquet, perçoit à nouveau quelques bruits. On dirait le grondement d'un coup de tonnerre. Mais ce n'est pas une nouvelle tempête qui provoque ce vacarme. Les bruits proviennent de la chambre du dessus. Ce sont en fait les meubles qui se déplacent dans un vacarme épouvantable, de gauche à droite, s'écrasant violemment contre les murs. Puis ce sont les tiroirs de la commode parentale qui commencent à bouger, pendant que dans le salon, une fanfare invisible fait un bruit assourdissant. La maison devient folle, et Georges aussi. À présent, on le frappe, on le piétine. Les coups sont si violents qu'il s'évanouit de douleur. Ce sont ces deux garçons qui vont le réveiller. Ils affirment qu'il y a un monstre dans leur chambre. « Oui, un monstre !» crie le jeune Daniel. « Et il n'a pas de visage !» Georges attrape par le bras la petite Missy. Dans la précipitation et le chaos, toute la famille descend les escaliers et se dirige vers la porte d'entrée. C'est soit partir, soit mourir. Allez, en route! On s'en va! On s'en va! Attention à la tête! Il est 7h du matin, ce mercredi 14 janvier 1976, quand dans un crissement de pneus de camionnette, les Lutz abandonnent définitivement leur belle villa, laissant tout sur place, leurs meubles et leurs rêves. Le diable a gagné la partie. La maison de l'horreur vient d'entrer dans la légende. Elle est considérée par de nombreuses personnes, encore aujourd'hui, comme la maison la plus hantée des États-Unis. Après tout ce que nous avons vu, il n'y a plus grand-chose qui puisse nous ébranler. Mais ce cas-là, il me hante encore aujourd'hui. 2 mois avant notre intervention, tous les membres de la famille Lutz avaient quitté leur domicile au beau milieu de la nuit, en affirmant que leur maison était hantée. L'église nous avait contactés pour que nous leur apportions notre aide. Ils voulaient savoir si nous pouvions confirmer les phénomènes décrits par la famille Lutz. Ça y est, tout est installé. C'est parti. Très bien, vous êtes prêts? Dans ce cas, commençons. 1 an avant que la famille Lutz n'emménage, un jeune homme nommé Ronnie DeFeo avait sauvagement assassiné toute sa famille dans cette maison. Nous espérions découvrir si les meurtres avaient été motivés uniquement par la colère. Aussi, comme Ronnie DeFeo l'a affirmé lors de son procès, il était sous l'emprise d'une force démoniaque. Une famille terrorisée qui quitte sa maison au petit matin en abandonnant derrière elle toutes ses affaires. Dans l'État de New York, l'histoire des Lutz et de leur étrange maison d'Amityville devient un phénomène. Des médiums, des exorcistes, des chasseurs de fantômes, des vampirologues, des enquêteurs du paranormal débarquent au 112 Ocean Avenue. Tous ont une théorie sur le déroulé des événements qu'ils souhaitent tester au sein même de la maison. L'une de ces enquêtes bénéficie d'une couverture in extenso par la chaîne de télé locale Channel 5, et elle connaîtra de ce fait un retentissement particulier.
Le 6 mars 1976, les journalistes Laura Didio et Joel Martin, les célèbres parapsychologues Ed et Lorraine Warren, la médium Mary Downey, ainsi qu'une équipe complète de caméramans, entrent dans la demeure abandonnée par les Lutz 2 mois plus tôt. Ils vont y passer toute la nuit et plusieurs membres de l'équipe rapportent l'expérience de plusieurs phénomènes étranges. Les médiums Lorraine Warren et Mary Downey assurent ressentir des présences ainsi qu'un profond sentiment de tristesse. Ils voient des visages et ils entendent des plaintes. Ils ressentent même la présence d'un démon. Et ils perçoivent la présence de silhouettes vêtues de capuches. Ceci dit, il n'est pas surprenant que des gens qui font commerce du paranormal et payés pour enquêter sur une potentielle maison hantée affirment ressentir des phénomènes étranges. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est que l'un des caméramans aussi semble atteint par l'aura lugubre de la maison. Arrivé sur le palier du 2e étage, il ressent de violentes douleurs à la poitrine et devra, pour les calmer, quitter la maison pendant quelques minutes. La journaliste Laura Didio fait aussi partie de l'expédition. Plus tard, elle devra admettre qu'elle n'a, elle-même, rien senti de particulier. Mais elle a été fortement impressionnée par les réactions des autres membres de l'équipe. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour avec les chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren, qui sont là pour nous parler de leur expérience dans la maison d'Amityville. Et maintenant, accueillons notre prochain invité. Il s'agit du docteur Steven Kaplan, qui affirme que l'enquête menée par les Warren au sujet de la maison hantée d'Amityville n'est rien d'autre qu'un ramassis d'inepties. Pour quelle raison ? Eh bien, tout le monde sait désormais qu'Amityville n'était qu'une mise en scène grossière, mais ça ne les a pas empêchés. Ça n'a jamais été prouvé. Si, au contraire, la famille Lutz a tout inventé afin de profiter le plus possible de la publicité offerte. C'est totalement faux. Écoutez, à chaque fois, c'est la même chose. C'est très facile de rester assis dans un fauteuil et de mettre à mal l'histoire de cette famille. Mais vous réagiriez différemment si vous aviez été sur place et si vous l'aviez vécu. Je n'ai pas besoin d'aller sur la Lune pour savoir que ce n'est pas un énorme morceau de fromage. Écoutez, à chaque fois qu'Ed Warren entre dans une maison, il est convaincu qu'elle est hantée. Et après les petits tours de passe-passe de sa femme, qui sont sûrement très bien préparés, toutes les personnes présentes se mettent à croire aux fantômes eux aussi. Le résultat le plus marquant de cette nuit d'enquête du 6 mars 1976 sera révélé quelques jours plus tard. Alors qu'il passe lui aussi la nuit dans l'ancienne maison des Lutz, le photographe Gene Campbell installe sur le palier du 1er étage un appareil photo monté sur un trépied. L'appareil est réglé en mode automatique, il prend un cliché à intervalles réguliers de quelques minutes tout au long de la nuit. Quand Gene Campbell développe les nombreux rouleaux de pellicule utilisés ce soir-là, tous les clichés montrent le palier vide. Les portes de placard fermées, l'escalier et sa rampe qui s'étendent sur la gauche, et les portes des chambres ouvertes. Ou plutôt, tous les clichés sauf un. Sur l'une des photos, on distingue très clairement le visage d'un petit garçon qui passe sa tête par l'embrasure de l'une des chambres. Un petit garçon qui ressemble de façon troublante au jeune John DeFeo, assassiné 1 an plus tôt à l'âge de 9 ans. Or, tous les membres de l'équipe sont formels, aucun enfant ne se trouvait dans la maison cette nuit-là. Toujours en mars 1976, William Weber, l'avocat du meurtrier Ronald DeFeo, contacte la famille Lutz. Il souhaite leur soumettre un projet de livre sur leur histoire. L'auteur en serait un certain Paul Hoffman et il partagerait les bénéfices. George et Cathy Lutz finissent par refuser la proposition de Weber. Ils ne souhaitent pas être associés, selon leur dire, au meurtrier Ronald DeFeo, même par l'intermédiaire de leur avocat. D'autres esprits chagrins prétendent que le contrat proposé par Weber ne les satisfaisait pas, financièrement parlant. Quoi qu'il en soit, l'idée de raconter leur histoire dans un livre semble séduire George et Cathy, et ils entrent en contact avec Jay Hanson, un auteur qui, jusque-là, a surtout écrit des ouvrages à propos des coulisses de l'industrie du cinéma. Hanson ne rencontrera jamais les Lutz. Pour écrire leur histoire, il se base sur les 45 heures d'enregistrement sur cassette pendant lesquelles George et Cathy racontent leur version de l'histoire. Les 28 jours de terreur qu'ils ont passés au 112 Ocean Avenue. Jay Hanson travaille d'arrache-pied et en septembre 1977, on publie The Amityville Horror, A True Story. La traduction française, Amityville, la maison du diable, sort elle en 1979. Sur la couverture du livre, il y a une représentation de la maison, en rouge sur fond noir. L'image est volontairement effrayante, on dirait que le rez-de-chaussée luit de braise et que la maison représente un passage direct vers les enfers. La barre du Y du mot « story » se termine en une queue fourchue. Et cette assertion qui fait mouche, « a true story ».
une histoire vraie. Le livre est un succès immédiat. Il faut dire qu'à ce moment-là, les histoires d'horreur sont à la mode. La version long-métrage de L'Exorciste est sortie 4 ans plus tôt, en 1973. Et le public redemande de ces histoires à lui vriller les nerfs et le faire sursauter de peur. Mais là où L'Exorciste a toujours été présenté comme une fiction, l'histoire d'Amityville possède quelque chose en plus qui séduit le public, sa prétendue authenticité. Jay Hanson inaugure un nouveau genre littéraire qui va devenir très populaire, le récit d'horreur basé sur des faits réels. Le public aime avoir peur, et il a encore plus peur quand les histoires qu'on lui raconte sont censées être vraies. 2 ans après avoir quitté leur maison, en prétendant qu'ils en avaient été chassés par des forces surnaturelles, les Lutz virent leur histoire publiée sous le titre « L'horreur d'Amityville, une histoire vraie ». Ce fut un best-seller instantané, et l'auteur Jay Hanson se retrouva au cœur d'une furieuse controverse. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait écrire un livre, écrire sur la jaquette une histoire vraie, et ensuite inventer 90% de son contenu. Dès la sortie du livre, pourtant, la version racontée par Jay Hanson est mise en doute. Le livre serait truffé d'erreurs factuelles, d'exagérations et d'inventions. Jay Hanson et les Lutz ne produisent aucune preuve matérielle pour étayer leur histoire. Ils n'ont jamais appelé la compagnie de téléphone pour annoncer le dérangement de leur ligne. Et ils ne se seraient jamais manifestés auprès de la police d'Amityville. Il n'existerait pas non plus de rapport de la visite de la famille à l'hôpital quand Danny s'est coincé la main dans une fenêtre. La famille aurait aperçu les traces de pieds fourchus dans la neige un jour où il n'y avait pas de neige à Amityville. Le père Pecoraro, qu'on appelle Mancuso dans le livre, nie avoir expérimenté des fièvres inexpliquées et des lésions cutanées. Plusieurs experts se plaisent également à relever les nombreuses erreurs d'ordre historique qui émaillent le récit. Par exemple, d'après Jay Hanson, les Indiens Shinkoks auraient installé sur ce terrain, au bord de la rivière, un campement destiné aux malades, aux fous et aux mourants. Cette version est démentie par les autorités amérindiennes elles-mêmes, pour qui non seulement il n'y aurait jamais eu de tel campement à Amityville, mais en plus, les Indiens présents dans la région n'étaient pas les Shinkoks, mais les Massapequa. Il en va de même d'un célèbre colon. D'après Jay Hanson, John Ketchum, ou John Ketchum, on ne sait pas bien, aurait été obligé de fuir Salem, Massachusetts, pour avoir pratiqué la sorcellerie. Il se serait installé à 150 mètres de l'actuel emplacement de la maison et aurait continué à adorer le diable. Il serait même enterré quelque part dans la partie nord-est de la propriété. Mais la Ketchum Genealogy Organization est absolument catégorique à ce sujet. John Ketchum ne vivait pas à Amityville, mais à 15 km de là, à Huntington Township. Pourtant, malgré ses mises en doute et sa pauvre qualité littéraire, le livre de Jay Hanson se vend, et il se vend même plus que bien. À ce jour, on estime que The Amityville Horror s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires. Jay Hanson gagne des millions, George et Kathy Lutz n'empochent eux que 250 000 $. Ils touchent pourtant 160 000 $ supplémentaires pour l'adaptation du livre en film. En 1979 sort The Amityville Horror, un film de Stuart Rosenberg avec James Brolin et Margot Kidder dans le rôle des Lutz. Les critiques du film sont plutôt mitigées. Pourtant, les spectateurs se rendent en masse dans les salles de cinéma. En 1979, au moment de sa sortie, The Amityville Horror devient le film le plus rentable jamais produit par la société AIP, American International Pictures. Il génère plus de 86 millions de $ de revenus au box-office, rien qu'aux États-Unis. Par la suite, l'histoire d'Amityville fera l'objet de 19 autres longs métrages, dont des remakes. Plusieurs de ces films n'ont plus rien à voir avec l'histoire des Lutz, ni même avec celle des deux féos. C'est la maison qui en devient le personnage, notamment grâce à ses fenêtres en quart de cercle qui évoquent des yeux. Tout le monde disait « Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 yeux ? 2 yeux qui vous observent. » J'ai beaucoup entendu ça. C'est devenu les yeux de la maison. Et si vous les regardez, vous vous dites « Cette maison est en train de me regarder. » Et ça lui a donné cette personnalité maléfique. Quelque chose observe, quelque chose est caché, quelque chose observe. L'histoire des Lutz prit un nouveau tournant quand elle subit le traitement hollywoodien. À Amityville, l'effet fut immédiat et redoutable. Quand tous ces livres ont été publiés et que le film est sorti, c'est devenu l'enfer. Ça a été l'affolement chez les médias. Tous ces gens se sont abattus sur Amityville. Des gens venus d'Irlande, venus d'Angleterre, des gens venus de partout en Europe.
Ils étaient envahis non pas par des fantômes, ni par des démons, mais par les touristes. Avec la notoriété et le battage médiatique fait autour de l'histoire des Lutz, les touristes déferlent dans Amityville. Les voisins racontent qu'ils aperçoivent parfois jusqu'à 50 personnes plantées sous la grêle et qui regardent la maison en se tenant tous par la main. Les visiteurs essayent d'emporter des morceaux de maison ou de pelouse. Le quartier est envahi par les voitures des badauds. Pour les habitants de la plus célèbre petite ville de Long Island, le diable est désormais bien présent à Amityville et il a pris l'apparence d'une horde de touristes. Si chaque maison a son histoire, celle d'Amityville est vraiment bizarre. Un meurtre sanglant, une hantise, et puis la suite. C'est quoi ? Que s'est-il passé après la fuite de la famille Lutz, un beau matin de janvier 1976 ? Eh bien, étonnamment, la maison ne sera pas tout de suite mise en vente. Du 15 janvier au 26 août 1976, la maison n'est plus habitée, mais elle reste la propriété des Lutz. 30 août 1976, les Lutz, acculés par les dettes, cèdent la maison à leur banque. Pour se rembourser, la banque remet donc la maison sur le marché. C'est seulement le 18 mars 1977 que James et Barbara Cromartie font l'acquisition de la maison pour la somme dérisoire de 55 000 $, soit 25 000 $ de moins que les Lutz. Une sacrée affaire, car la maison est estimée, si on oublie son passé mouvementé, à environ 110 000 $ de l'époque. Les Cromartie sont d'Amityville. Lui est du genre un peu enveloppé, avec des traits du visage épais. Barbara, elle, est une femme fine, élégante et moderne, avec de jolis et longs cheveux blonds. Ils possèdent une patinoire qui se trouve juste à côté d'Amityville. Ils organisent aussi divers salons nautiques et automobiles, ainsi que la foire du comté de Suffolk. Ils gèrent aussi la Hislip Speedway, une piste de course de voitures ovale d'1,5 km qui se trouve dans l'État de New York. 1er avril 1977, les Cromartie déménagent à Amityville avec 3 de leurs 5 enfants. Ils sont âgés à cette époque de 8, 7 et 5 ans. C'est à partir de cette année-là que les Cromartie vont vivre eux aussi un véritable enfer. Un enfer non pas diabolique, mais médiatique. Peut-être imposé ou peut-être voulu, car on peut se demander si les Cromartie n'avaient pas eux aussi dans l'idée de se faire de l'argent avec l'histoire de cette maison pas comme les autres. Juste une semaine et demie après leur arrivée, paraît dans la presse un article du New York Daily News intitulé « Notre maison de rêve était hantée ». Cet article est rédigé par Paul Hoffman et il raconte l'histoire des Lutz qui vont d'ailleurs lui intenter un procès pour violation de vie privée. Puis en septembre 1977, c'est la sortie du best-seller de Jay Hanson, Amityville, la maison du diable. Du jour au lendemain, la maison devient un centre d'attraction touristique. Des gens défilent jour et nuit, parfois avec un appareil photo à la main, avec une bouteille d'alcool légèrement éméchée. Le souci, c'est qu'on frappe à leur porte, qu'on se gare dans leur allée. Les Cromartie racontent dans un article du quotidien américain Newsday paru en 1978 que l'événement le plus bizarre qu'ils ont vécu est d'avoir été réveillés à 3 heures du matin par un homme qui jouait du clairon dans leur jardin. Nous étions sur le point de perdre notre santé mentale, déclare à un autre journal Barbara Cromartie. Pour toute la famille, les nuisances ne sont pas surnaturelles, mais bel et bien humaines. Pour avoir un peu de tranquillité et dissuader les curieux, les Cromartie obtiennent de la part des autorités de pouvoir changer le numéro de la maison. C'est à cette époque que le 112 Ocean Avenue devient le 108 Ocean Avenue. Pendant les 10 années qu'ils vont passer sur la propriété, James et Barbara vont user de divers stratagèmes pour protéger leur intimité. Ils vont planter de grands arbres dans le jardinet donnant sur la rue, ériger une clôture ou encore placer entre les célèbres fenêtres qui semblent vous regarder droit dans les yeux une fausse fenêtre rectangulaire pour donner l'impression d'une grande baie vitrée. D'après diverses sources, les Cromartie avaient eux aussi envie de faire fructifier leur achat. Ils auraient même tenté de vendre leur maison à la société de production du film original de 1979. À ce sujet,
Celle que vous voyez dans le long métrage et dans les suites Amityville 2 et Amityville 3 n'est pas celle de Ocean Avenue, mais une sœur jumelle qui se trouve au 18 Brooks Road à Toms River dans le New Jersey. Visuellement, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup. La seule grande différence entre les deux maisons, c'est que celle de Toms River possède un conduit de cheminée externe en briques et qui se trouve entre les deux fenêtres en quart de cercle du second étage, ce qui lui donne l'aspect étrange et dérangeant d'un visage humain. Elle a aussi changé d'aspect depuis les années 70, sûrement pour décourager les amateurs de surnaturel et autres cinéphiles. À ce sujet, en 1981, la maison a été déplacée de plusieurs mètres. Sur son ancien emplacement, une nouvelle maison a été construite. Un hangar à bateaux que la société de cinéma a fait bâtir pour le film fait partie de cette nouvelle propriété. Après le tournage d'Amityville 3 en 1982, le comité du canton de Dover a fait voter une loi pour interdire le tournage de films dans toutes les zones résidentielles de la région. La maison du film était en vente en 2011 pour la modique somme de 1,35 million de dollars. Les propriétaires de 2001 à 2011, José et Odalis Fragoso, ont déclaré à la presse que leur maison n'était pas hantée. À 170 km, au nord de Toms River, la véritable maison, celle d'Amityville, connaît elle aussi une vie plutôt mouvementée. À la fin des années 70, la famille Cromarty intente un procès à la famille Lutz et à l'écrivain Jay Hanson pour fraude en essayant de faire admettre que le sous-titre du livre de Hanson, Une histoire vraie, ne reflète pas la réalité. Ils demandent, via leur avocat, 1,1 million de dollars de dommages et intérêts. L'affaire sera réglée à l'amiable avec le versement d'une somme non divulguée à 6 chiffres en 1982. Arrête. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête d'écrire ce livre. On peut repartir, quitter cette ville, tout oublier. Pourquoi? À cause d'une ou deux terreurs? Non, c'est pire que ça. Il a jamais été aussi mal. T'as jamais été aussi Chérie, mal. arrête, s'il te plaît, ça fait même pas une semaine que t'as commencé et t'en es déjà malade. Ça y est, je suis malade. Tu bois jamais de whisky aussitôt d'habitude, ni aussi souvent. Mieux, tu me traites d'ivrogne. Non. Ce que je veux dire, c'est arrête, que tu me caches quelque chose. Que ce quelque chose te ronge et qu'en plus, arrête, ça commence à s'il te plaît. C'est pas comme les autres fois. Non, c'est pas comme les autres fois. Tu veux savoir pourquoi? Jusqu'à quel point tu veux savoir, hein? Jusqu'à quel point? Je veux savoir pourquoi t'es comme ça. Je suis comme ça parce que c'est la première fois que je suis sur un coup aussi important. Tu te souviens comment c'était quand j'ai écrit Kentucky? Tu t'en souviens? Eh bien, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus. Je te parle d'un livre au potentiel vraiment énorme. Je te parle de publier un monument comme de sang-froid à son époque, avec une adaptation au ciné, des émissions de télé, des interviews, des articles et le Pulitzer. Écoute-moi, on aurait plus d'argent que... On pourrait choisir de vivre. Quoi, tu rigoles? Mais tout le monde rêve de ça. C'est la chance de ma vie, Tracy. 4 ans plus tard, en 1986, le fils aîné de Barbara Cromarty, David Roskind, issu d'un précédent mariage, meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 28 ans dans la maison familiale. Son décès est lié à une overdose de drogue. Une nouvelle page se tourne. 11 août 1987, Peter et Jane O'Neill achètent la propriété pour 325 000 $, ce qui fait une belle plus-value pour les Cromarty, qui 10 ans auparavant, souvenez-vous, en avaient fait l'acquisition pour seulement 55 000 $. Peter O'Neill Jr., qui avait 7 ans lors de l'emménagement de la famille à Amityville, perdra la vie un 11 septembre 2001 dans l'attaque des tours jumelles du World Trade Center. 10 juin 1997, le nouveau propriétaire de la Maison du Diable, c'est Brian Wilson. Il l'acquiert pour très exactement 310 000 $. Événement notable, il fait remplacer les fenêtres en quart de cercle par des fenêtres carrées, ce qui change totalement l'aspect de la façade. Il va aussi rénover la cave, faisant disparaître le réduit sous l'escalier avec la petite pièce peinte en rouge. Il fait aussi reboucher la piscine. Mai 2010, la maison est à nouveau en vente. Son prix est cette fois-ci de 1,15 million de $. Septembre 2010, David et Caroline D'Antonio, un couple de retraités, après de âpres négociations, achètent la maison au prix de 950 000 $. David D'Antonio décède en 2015 à l'âge de 80 ans. Juin 2016, la maison est à nouveau mise en vente.
Prix demandé, 850 000 $. Elle est équipée de 5 chambres, 4 salles de bain et de 2 garages qui se trouvent devant le hangar à bateaux. En février 2017, la maison est vendue pour seulement 605 000 $ d'après les registres immobiliers. On ne connaît pas le nom des acquéreurs. Pour vous rendre à la Maison du Diable, prendre direction Amityville, descendre Broadway Street sur plusieurs kilomètres, au feu où se trouve le Revolution Bar, prendre à gauche sur Merrick Road. 100 mètres plus loin, tournez à droite sur Ocean Avenue. La maison se trouve à 300 mètres sur votre gauche, au numéro 108. Elle est juste en face de South Island Street. Pour une expérience encore plus immersive, prenez un verre au restaurant le B&B Fish and Clam, situé au 179 Merrick Road. Il est à l'intersection d'Ocean Avenue et de Merrick Road, dans une petite rangée de magasins. Dans les années 70, l'établissement s'appelait le Henry's Bar. C'est là que le jeune Ronald DeFeo Jr., le mercredi 13 novembre 1974, vers 18h30, poussa la porte de l'établissement en hurlant « Aidez-moi, je crois que mon père et ma mère ont été tués ». Ce que l'on vous propose à présent, c'est de partager, Anne et moi, nos impressions personnelles sur la Maison du Diable et les différentes histoires qui y sont rattachées. On vous invite à faire de même avec vos proches et à approfondir cette enquête avec des livres, des documentaires et des recherches sur Internet. Nous vous proposerons à ce sujet une petite liste de références intéressantes dans quelques minutes. En ce qui me concerne, j'ai trouvé l'histoire de la maison d'Amityville passionnante, voire dévorante. C'est celle qui m'a demandé le plus de recherches depuis le premier épisode de Nuit Blanche. Même si je connaissais un petit peu son récit, le film de 1979, j'ai eu le droit à quelques belles surprises et découvertes tout au long de cette enquête. Je ne sais pas si sur place se sont déroulées des choses paranormales, mais pas normales, ça c'est sûr. Dans l'ordre chronologique des choses, le premier point sur lequel je me suis beaucoup interrogé, et je ne suis pas le seul, c'est l'assassinat de la famille DeFeo. J'ai du mal à croire que ce soit l'œuvre d'une seule et même personne, et au fusil de chasse en plus. Il y a, c'est vrai, plein de détails étranges concernant cette nuit du 13 novembre 1974. Par exemple, tous les membres de la famille sont retrouvés morts sur leur lit et sur le ventre. Même Mark, qui avait 11 ans en 1974, est retrouvé dans cette position, alors qu'il avait une jambe plâtrée et qu'il se déplaçait soit en béquille, soit en chaise roulante. Avouez que ce n'est pas une position très naturelle pour dormir quand vous avez une jambe dans le plâtre. Et comme beaucoup de monde, je me demande comment on peut tirer des coups de fusil de chasse dans un quartier résidentiel sans réveiller les voisins. Alors ok, c'est 3h15 du matin, mais 8 détonations de carabine Marlin, ça fait quand même beaucoup de bruit. Toujours aussi étrange, cette nuit-là, pas de traces de résistance, pas de traces de fuite de la famille. Les chambres ne sont même pas toutes sur le même étage et il est clairement certifié d'après les autopsies que personne n'a été drogué. Je pense, comme beaucoup de monde, que le jeune Ronald a été aidé pour commettre son forfait. Il est vrai que les rares fois où ce symbole a été retrouvé sur le lieu d'un meurtre, on n'a pas pu établir de lien avec un culte de ce type. Mais je pense que nous avons plus affaire à un rite initiatique pratiqué par une secte qu'aux agissements d'un homme isolé. Le gros problème, c'est que tout au long de sa vie, Ronald Jr. a continuellement changé de version, dont la dernière est « Je ne me souviens plus de rien ». Pour moi, le mystère d'Amityville ne commence pas le jour où les Lutz emménagent dans la maison, mais bel et bien ce 13 novembre 1974 avec la tuerie de la famille DeFeo. J'ai l'impression que l'enquête a été bâclée. Il y a à mon goût beaucoup trop d'éléments qui éveillent des soupçons concernant une mise en scène ou l'implication de plusieurs personnes. L'autre chose très étrange, ce sont toutes les similitudes qui existent entre les DeFeo et les Lutz. Deux familles dysfonctionnelles avec un père charismatique, violent, qui terrorise sa famille, une mère plutôt effacée et puis surtout des enfants mal dans leur peau. Ronald Jr. me fait penser par certains aspects à Daniel Lutz. Tous les deux ont basculé dans la folie après leur passage au 112 Ocean Avenue. Le premier est en prison à vie, le second est enfermé dans sa propre folie.
Je pense qu'il en veut tellement à son beau-père Georges Lutz que c'est quelqu'un qui aurait pu aussi, à un moment ou à un autre, passer à l'acte. On peut vraiment mesurer cette rancœur, je dirais même cette haine, dans le documentaire My Amityville Horror, où il raconte, 37 ans après les faits, ce qu'il a vécu en 1975 à l'âge de 10 ans et les conséquences que cela a eu ensuite dans sa vie. J'ai été contacté par un certain Paul Hoffman, qui à l'époque était journaliste pigiste, et qui m'a dit que les Lutz aimeraient me rencontrer. Et je lui ai dit, vous savez, moi aussi j'aimerais les rencontrer. Parce que par ailleurs, on m'avait fait la promesse verbale que nous toucherions une avance importante pour un livre et pour un film. L'autre chose qui m'a choqué dans cette histoire, c'est cette relation tellement bizarre entre l'avocat de Ronald DeFeo Jr., William Weber, qui, après le procès de son client, se lie d'amitié avec la famille Lutz. Ils passent des soirées ensemble, plutôt bien arrosées, projettent de faire un livre. Ça, c'est quand même assez malsain. Toutes ces histoires d'argent et de procès, c'est en fait encore plus glauque que les récits de chaises qui bougent toutes seules ou de liquide noir dans les toilettes. Juste pour bien prendre la mesure de la complexité de l'affaire Amityville, voici une petite liste non exhaustive de procès. Premier procès, celui tout d'abord de Ronald DeFeo Jr. en 1975. Deuxième procès, en mai 77, George et Cathy Lutz déposent une plainte contre Paul Hoffman, l'auteur de l'article sur Amityville dans le journal local, William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo Jr., pour violation de leur vie privée. Troisième procès, celui cette fois-ci de l'avocat William Weber qui en 1979, après la sortie du premier film, se retourne cette fois-ci contre les Lutz car ils ont, avec l'écrivain Jay Hanson, selon lui, volé ses idées. Quatrième procès, celui entre Georges Lutz et la MGM. Georges Lutz reproche au studio de cinéma d'utiliser son nom sans accord et de le faire passer dans le remake de 2005 pour un cinglé psychopathe. Cinquième procès, celui entre les Lutz et la famille Cromarty au début des années 80. Les Cromarty demandent des dommages et intérêts aux Lutz pour escroquerie et violation de leur vie privée. Tenez-vous bien, Georges Lutz a admis dans une interview en 2005, quelques mois avant sa mort, qu'il avait été impliqué dans pas moins de 14 procès liés à la maison d'Amityville. Ce qui rend fou les hommes, ce ne sont pas des événements surnaturels, mais plutôt l'argent, avec, ici, ses gagnants et ses perdants. Oui, c'est comme ça, les histoires de sous, ça rend fou. Enfin, dernière chose, j'avoue, qui m'a traversé l'esprit, peut-être un petit peu plus légère cette fois-ci, c'est que j'aurais aimé pouvoir un soir, juste comme ça, m'asseoir tranquillement dans le salon du 112 Ocean Avenue pour regarder à la télé le film d'Amityville. Cette mise en abîme doit être une expérience assez étrange à vivre. Et pour toi, Anne, quels ont été les événements dans cette histoire en forme de poupée russe qui t'ont spécialement marqué ? Comme toi, Mika, j'ai l'impression que le véritable mystère, en fait, c'est l'assassinat des DeFeo. Plus on se documente et plus il y a des éléments discordants qui semblent émerger. Par exemple, dans le documentaire de 2005 consacré à l'affaire d'Amityville, on apprend que les DeFeo étaient sous surveillance par la brigade des stupéfiants au moment des meurtres. Mais ce qu'on apprend par contre, c'est que l'un des policiers en planque aurait vu Dawn, vêtu d'un sweat à capuche et portant des gants, sortir de la maison avec un fusil. Et bizarrement, bien que Ronald DeFeo ait plusieurs fois fait mention de l'implication de sa sœur dans les meurtres, cette piste n'a jamais été sérieusement examinée. Il y a aussi tout un tas d'autres éléments qui sont pour le moins troublants, comme les traces de poudre sur la chemise de nuit de Dawn. Mais l'inspecteur Denis Rafferty, le responsable de l'enquête, a été très clair à ce sujet. Il a dit, je cite, « Ces trucs ne seront jamais réexaminés, on s'en assurera. » Par truc, on entend la chemise de nuit de Dawn, un sac de cartouches, 3 têtes d'oreiller, un oreiller taché de sang et les habits de Ronald DeFeo Jr. Comme toi, j'ai le sentiment que l'enquête a été bâclée. Ronald DeFeo faisait un coupable idéal et on n'a pas forcément cherché plus loin. D'ailleurs, les enquêteurs de l'époque avaient un taux de résolution de crimes de l'ordre de 94%. C'est énorme, surtout quand la moyenne nationale pour le même genre d'affaires tournait autour des 48%. Il y a de quoi être sceptique sur le sérieux de l'enquête quand même. J'ai aussi été frappée par les ressemblances entre les deux familles. Des Américains moyens, blancs, protestants, avec une ribambelle d'enfants et un chien. Des familles parfaites en apparence, mais effrayantes quand on commence à gratter le vernis. Je pense sincèrement qu'il y a une grosse part d'invention dans le livre de Jay Hanson. Même les médiums qui ont enquêté dans la maison par la suite trouvent cette version farfelue, donc c'est dire. Mais est-ce que ces inventions, ou du moins ces exagérations, sont du fait de l'auteur ou des Lutz ? Ça, j'avoue que j'en sais rien.
On a souvent accusé George et Cathy Lutz d'avoir tout inventé pour l'argent, mais je trouve qu'ils se sont vraiment compliqué la vie pour au final en gagner assez peu, et même en perdre sur la vente de leur maison. Ce sont plutôt les studios de production et les maisons d'édition qui se sont remplis les poches au final. Je pense que si cette histoire fascine, et qu'elle nous fascine toujours aujourd'hui, c'est dû en grande partie à la maison. Celle des Defeo puis des Lutz est en elle-même remarquable, cette belle et grande maison de style colonial posée dans un décor de carte postale. Mais il y a aussi cette idée que la maison et le foyer, c'est là où on est en sécurité. On ferme la porte et on laisse le danger à l'extérieur. Sauf qu'au 112 Ocean Avenue, ce sont ceux qui franchissent le seuil de la maison qui systématiquement amènent le danger avec eux. Si vous souhaitez, entre mythe et réalité, approfondir vos connaissances sur la Maison du Diable, voici quelques références qui pourraient vous intéresser. Du côté de la fiction, il y a la saga cinématographique Amityville qui débute en 1979 avec le film Amityville, la Maison du Diable, réalisé par Stuart Rosenberg. Le scénario est basé sur le livre de Jay Hanson du même nom, un livre publié en 1977 et qui raconte jour après jour le cauchemar qu'ont vécu les Lutz au 112 Ocean Avenue d'Amityville entre le 18 décembre 1975 et le 14 janvier 1976. Suite au succès du film de 1979, sort 3 ans plus tard sur les écrans la préquelle Amityville 2, le possédé, qui raconte l'histoire de la famille Defeo, rebaptisée les Montelli. Le jeune adolescent Johnny semble influencé par la maison familiale, qui serait maléfique, voire même diabolique. L'année suivante, c'est au tour d'Amityville 3, un film en 3D qui demande le port de lunettes bicolores rouge et bleu. Sous-titré Le Démon, ce film raconte l'histoire du journaliste George Baxter qui rachète la maison à de faux médiums. Un achat qui va très vite se révéler être une mauvaise idée. Il faut attendre l'année 1989 pour qu'un 4e opus voie le jour. Il s'agit d'un téléfilm diffusé à l'époque sur la chaîne NBC. En 1990, c'est au tour d'Amityville, la malédiction, de sortir en vidéo. Toujours en VHS, cette fois-ci en 1992, Tony Rundle réalise Amityville It's About Time. En français, votre heure a sonné. Et Amityville, quand il n'y en a plus, il y en a encore. En 1993, sort directement en vidéo Amityville Dark Force. Même chose pour Amityville, la maison de poupées, en 1996. La Belle Demeure, de style colonial, reprend du service en 2005 avec Amityville. Il s'agit du remake du film de 1979. En 2017, sort le 12e film inspiré par l'affaire des Lutz et des Defeo. Il s'agit d'Amityville The Awakening. L'histoire raconte celle d'une mère célibataire qui emménage avec ses 3 enfants dans la célèbre maison hantée sans connaître son tragique passé. Enfin, terminons par le dernier de la famille, dit Amityville Murders, sorti en février 2019. Le film est une relecture du Amityville 2 de 1982. Le réalisateur s'intéresse ici à l'histoire de la famille Defeo. Au casting, on retrouve 2 acteurs qui étaient dans le film Amityville 2, Le Possédé. Diane Franklin, qui tenait le rôle de l'adolescente, reprend cette fois-ci le rôle de la mère. Et Burt Young, qui incarnait à l'écran le père de famille, revient ici dans le rôle du grand-père. À noter enfin que pour les 40 ans de la sortie du premier film Amityville, l'éditeur Backfilm vient de sortir au mois de février la trilogie dans un coffret collector. En bonus, un livret de 36 pages contenant la retranscription du dossier de presse de l'époque, mais aussi un documentaire, La malédiction d'Amityville, de Tom Berry, sorti en 1980. Toujours concernant les documentaires, il y a The Real Amityville Horror, ou en français, Amityville, l'histoire vraie. Cette enquête de 50 minutes est disponible gratuitement sur YouTube. On y retrouve des interviews de George Lutz, de l'avocat William Weber, du tueur Ronald Defeo Jr. et de la parapsychologue Lorraine Warren, qui a passé toute une soirée dans la maison dite hantée en février 1976. Pendant la séance, Lorraine a dit qu'elle ressentait la présence d'un démon qui venait des profondeurs de la terre. Il n'y avait pas que les esprits assassinés des membres de la famille Defeo. Je percevais des corps alignés, tous recouverts de draps blancs.
J'ai eu l'impression de silhouettes couvertes de capuches comme des moines, juste derrière la porte, bloquant le seuil et qui me fixaient. J'ai pensé « oh oh ». Je monte tout en haut, j'entre dans la chambre et Marvin Scott me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui ai répondu « J'espère que je n'approcherai jamais plus que ça de l'enfer. » Autre documentaire, autre point de vue sur l'histoire de hantise de la maison avec My Amityville Horror de Eric Walter. Eric a rencontré et interviewé en 2012 Daniel Lutz, le fils aîné de Cathy Lutz. Il raconte, 37 ans après les faits, sa propre version de l'histoire. Il semble encore profondément affecté, pour ne pas dire traumatisé, par ce qui s'est passé, par sa relation très conflictuelle avec son beau-père Georges Lutz et par tout le cirque médiatique autour de l'affaire dont on ne sort pas indemne. Daniel semble à la fois fragile et imprévisible, perdu dans une sorte de monde parallèle, où la fiction se mélange à la réalité. Il affirme par exemple avoir vu Georges Lutz faire léviter par la pensée une clé à molette dans son garage. Et il avoue que pendant des années, il a pensé à le supprimer tout simplement parce qu'il le détestait. Enfin, côté livre, outre le best-seller de Jay Hanson, Amityville, la maison du diable, tiré à plusieurs millions d'exemplaires, vous pourrez vous procurer Meurtre à Amityville de Hans Holzer, sorti en 1979. C'est ce livre qui a inspiré le scénario du film Amityville 2, Le Possédé, sorti en 1982. Hans est aussi l'auteur du livre Amityville, la malédiction et Le secret d'Amityville, sorti en 1985. Je me suis plongé dans votre livre et c'est d'une grande violence. Alors je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi de consacrer votre temps à un sujet aussi atroce. Pour devenir célèbre. Non, je plaisante. La vérité, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'injustice. Vous savez, quand je pensais aux choses affreuses qu'avaient subies les victimes et que les responsables n'avaient pas été punis et étaient encore dans la nature. Et puis, je savais, en commençant à travailler sur cette affaire, que je découvrirais peut-être des indices qui avaient échappé aux enquêteurs. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Oui. Vous avez mis au jour des éléments que la police avait négligés. Oui, à ce sujet, je voudrais d'abord dire qu'il y a des tas de policiers compétents et que ce n'est pas mon intention de discréditer leur travail. Bien sûr. Mais la moindre erreur de la part de la police peut bouleverser des vies et un livre sérieux peut tout changer. Et au final, qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir? Que justice soit faite ou de voir votre livre numéro 1 au classement des meilleures ventes du Times? La justice. Sans hésiter. Je ne mériterais pas d'écrire si je le faisais pour la gloire ou pour l'argent. Hans Holzer est un enquêteur de l'étrange considéré par beaucoup comme l'un des pionniers de la recherche sur le paranormal. Il est décédé à l'âge de 89 ans le 26 avril 2009. Et c'est ici que nous allons faire nos adieux au 112 Ocean Avenue d'Amityville en repensant à toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près à sa légende effrayante et sanglante. Même si les fenêtres si particulières du 2e étage ont été changées, la piscine rebouchée, le jardin et la cave repensés et les murs repeints en blanc, elles gardent encore et toujours aujourd'hui quelque chose de fascinant, de magnétique, qui se situe au-delà des mots, au-delà du rationnel. Elle est le témoignage d'un sombre passé, tragique et mystérieux, de ceux qui mettent nos nerfs à vif et notre mental à rude épreuve. L'enchaînement des événements, la violence des faits, l'expérience inexpliquée nous rappellent que nous vivons dans un monde qu'il faut constamment repenser en sortant de nos conditionnements, de nos limites, tout en gardant un esprit critique. À la réalisation de cet épisode de Nuit Blanche, Charlotte Fernandez, au micro Anne Flamand et Michael Marquet. Pour écouter ou réécouter nos précédentes Nuits Blanches à la lueur d'une bougie, il suffit de vous abonner à notre podcast via votre application préférée sur le Play Store ou sur l'App Store. Nous sommes aussi sur SoundCloud, sur Spotify à la rubrique podcast, sur le site rts.ch rubrique radio, puis cherchez dans le menu podcast originaux, et sur l'application de Couleur 3 à la rubrique émission. Prochaine Nuit Blanche, prochaine pleine lune. Le lundi 17 juin, suicide, panique, violence, hallucinations et cris d'effroi dans la nuit. Pendant l'été de l'année 1951, les habitants d'un petit bourg du sud de la France vont basculer dans l'enfer de la pure folie. C'est l'histoire mystérieuse du pain maudit de Pont-Saint-Esprit.
Chers auditeurs, nous sommes en direct de Pont-Saint-Esprit où la population est sous le choc. Une crise de folie collective s'est emparée de la ville. Les autorités semblent dépassées. Nous sommes venus interroger directement les habitants. Madame, que s'est-il passé la nuit dernière? J'étais réveillée sur le coup de 5 heures du matin par les sirènes d'ambulance. Elles arrivaient par dizaines. C'était horrible. Tout le monde criait. Comme vous pouvez l'entendre, la plus grande confusion règne à Pont-Saint-Esprit après cette nuit de frayeur. Et rien, hélas, ne permet d'affirmer qu'on sortira bientôt du cauchemar. Le pain maudit de Pont-Saint-Esprit, une autre histoire vraie à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais. Nuit blanche, couleur 3.